Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Recep Tayyip Erdogan promet d'éliminer le virus au sein de l'État turc 2 jours après la tentative de prise de pouvoir par un groupe armé. Le président appelle à l'extradition de l'opposant Fethullah Gülen. Des dizaines de Libanais bloqués depuis vendredi à Istanbul. De retour, un 3e avion de la Middle East Airlines doit arriver ce soir à l'aéroport international Rafik Hariri. L'auteur de l'attaque de Nice se serait radicalisé très rapidement, a indiqué le ministre français de l'Intérieur après une réunion à l'Élysée. Recep Tayyip Erdogan promet d'éliminer le virus au sein de l'État turc à Istanbul. Le président s'est adressé à ses partisans lors d'une cérémonie en mémoire des victimes des militaires rebelles. En tout, 265 personnes sont mortes depuis la tentative vendredi de coup d'État d'un groupe de militaires. 6000 personnes ont été arrêtées, principalement des militaires et des magistrats. Erdogan appelle par ailleurs à l'extradition de Gülen qui l'accuse d'avoir fomenté l'insurrection. Cécile Adobati. Face à lui, des milliers de personnes venues lui témoigner leur soutien. Après un retour triomphal à Istanbul dans l'après-midi, le président Erdogan prend la parole pour réaffirmer son autorité. Un discours teinté de fermeté et un coupable pointé du doigt, l'opposant Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis. Aujourd'hui, après cette tentative de coup d'État, je voudrais que les États-Unis entendent mon appel. Une fois encore, je leur demande de renvoyer de toute urgence Gülen en Turquie. À peine arrivé à l'aéroport, le président turc a accusé son ex-allié, aujourd'hui en disgrâce, d'avoir orchestré ce coup d'État avorté. Des propos rapidement réfutés par Fethullah Gülen. Je suis contre toute forme de coup d'État. Donc mon message au peuple turc, c'est de ne jamais considérer une intervention militaire comme quelque chose de positif, parce que toute intervention militaire met en péril la démocratie. Dans la nuit de vendredi à samedi, le soulèvement de centaines de militaires donne lieu à de nombreux affrontements entre les putschistes et les soutiens du président dans la capitale turque. Ankara, mais aussi à Istanbul, le gouvernement turc affirme désormais avoir repris le contrôle de la situation, même si, dans la matinée, des tirs sporadiques résonnaient encore dans la capitale. Depuis, les arrestations se succèdent, presque 3000 militaires au total. Coup de filet dans l'armée, mais aussi dans la justice. Les autorités turques ont ordonné l'arrestation de plus de 2700 juges et procureurs, avec un mot d'ordre, l'intransigeance. Samedi, 8 militaires ont pris la fuite à bord de cet hélicoptère pour se réfugier en Grèce. La Turquie a immédiatement demandé à son voisin de les extrader. Retour à présent sur les différents putschs ayant eu lieu en Turquie au sein de l'armée turque qui se considère comme la gardienne de la Constitution. L'armée turque s'est toujours considérée comme un contre-pouvoir, la garante de la laïcité instaurée en 1923 par Atatürk. Alors plusieurs fois dans l'histoire, les militaires ont dû intervenir en cas de désaccord avec les décisions prises par les dirigeants politiques. La première fois, c'était en 1960. Les militaires s'emparent du pouvoir à Ankara et mettent un terme à la première expérience démocratique en Turquie, 10 ans seulement après les premières élections libres. Les chars encerclent la résidence du président Celal Bayar. Les membres du gouvernement sont détenus à l'académie militaire. Le premier ministre Adnan Menderes est exécuté quelques mois plus tard. Kemal Gürsel, qui a orchestré le coup d'État, accuse le parti qui était au pouvoir d'avoir islamisé une société fondée sur des valeurs laïques. Le général restera en poste jusqu'en 1966. 5 ans plus tard, c'est le chef du gouvernement Süleyman Demirel qui est poussé à la démission. La Cour constitutionnelle est dissoute. La loi martiale proclamée par le général Memduh Tamaç. Les militaires arrêtent 10 000 personnes et suspendent plusieurs journaux. La démocratie est finalement rétablie en 1973, après la tenue d'élections. En 1980, alors que la Turquie vit une crise politique et économique sans précédent, l'armée prend le pouvoir pour la 3e fois et instaure un régime militaire, avec à la tête le général Kenan Evren. Les putschistes proclament la loi martiale sur la chaîne publique nationale. Le Parlement est dissous et les partis politiques sont interdits. À cette époque, les opposants islamistes, kurdes et communistes sont violemment réprimés par les militaires. Kenan Evren devient président et reste au pouvoir pendant 7 ans. En 1997, le Premier ministre Necmettin Erbakan est contraint de démissionner face aux pressions des militaires. L'armée souhaite alors l'adoption de mesures laïques et réclame la fermeture des écoles religieuses,
l'allongement de la durée de scolarisation obligatoire et l'interdiction des vêtements islamiques. Ce coup de force de l'armée est aujourd'hui considéré comme un coup d'État indirect. Au Liban, les 2 avions de la Middle East Airlines ont atterri à la mi-journée sur le tarmac de l'aéroport international Rafik Hariri, avec à leur bord des dizaines de Libanais bloqués depuis vendredi à Istanbul. Un autre avion est attendu en soirée. Et puis à Tripoli ainsi qu'à Bédaoui et Minier, des partisans de Recep Tayyip Erdogan sont descendus dans les rues pour afficher leur soutien au président turc. Le rassemblement le plus important était organisé par la Jama Islamia, qui partage l'idéologie du parti de l'AKP. Dans le Jourout d'Ersal, l'armée libanaise poursuit ses bombardements sur des positions d'éléments armés. Il s'agirait de djihadistes du front Al-Nosra. Plusieurs d'entre eux ont été blessés. L'armée a détruit également un nombre indéterminé de véhicules militaires. Les bombardements ont commencé hier matin contre des combattants du groupe État islamique dans les Jouroutes de Ras Balbek et Wadi Rafek dans la Beka. Le Liban est en excellent état et le sort des chrétiens y est très bon. C'est Samir Jaja qui le dit. Le chef des forces libanaises s'exprimait face à un groupe de personnes âgées réunies à Merab par le bureau des affaires sociales du parti. Le leader a par ailleurs appelé les habitants de Jézine à rester attachés à leurs terres. On se retrouve dans quelques instants. Alep est désormais complètement coupé du monde extérieur. Quelques 200 000 habitants des quartiers rebelles sont assiégés par l'armée syrienne. Les troupes de Damas ont en effet repris le contrôle de la route de Kastola, le dernier axe d'approvisionnement vers la deuxième ville de Syrie. On redoute donc d'ores et déjà un désastre humanitaire en cas de siège prolongé. À Bahreïn, le ministre de la Justice a prononcé la dissolution d'Al-Wefa, le principal mouvement de l'opposition chiite, est accusé de ne pas respecter la loi et de favoriser le terrorisme. Il y a un mois déjà, un tribunal bahreïni avait ordonné la suspension des activités de la formation et le gel de ses fonds. L'actualité de ce dimanche également marquée par cette prise d'otage en Arménie, à Erevan, la capitale. Un groupe armé a attaqué un bâtiment de police. Un policier a été tué. Le chef adjoint de la police nationale figurerait parmi les otages. 2 d'entre eux ont été libérés. Selon les médias arméniens, les attaquants demandent la libération de Jirer Sefilian, leader d'opposition, arrêté le mois dernier et accusé de détention d'armes. On en sait chaque jour un peu plus sur le profil de l'auteur de l'attentat de Nice jeudi dernier, 3 jours après l'attaque au camion qui a fait 84 morts sur la promenade des Anglais. Une réunion à l'Élysée avait lieu hier et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dévoilé quelques premiers éléments de l'enquête. Il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. Cet homme fait partie des 7 personnes actuellement en garde à vue. Le premier a été arrêté vendredi, 3 autres samedi. Et ce dimanche matin, un homme et une femme. L'ex-compagne du terroriste est également entendue. La plupart font partie de l'entourage de Mohamed Lawesh Boulel et ont témoigné de son récent changement de comportement. L'homme s'était radicalisé très rapidement. Nous sommes face à un attentat d'un type nouveau. L'individu qui a commis ce crime absolument abject, inqualifiable, n'était pas connu des services de renseignement et il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. En tous les cas, ce sont les premiers éléments qui apparaissent à travers les témoignages de son entourage. Les enquêteurs cherchent donc à savoir s'il appartenait à un réseau djihadiste. Le groupe État islamique s'est approprié l'attentat. Pour les spécialistes, pas de doute, le mode opératoire est bien celui des terroristes. Que ce soit dans le magazine d'Al-Qaïda ou dans le magazine de l'État islamique, le mot d'ordre est « faites le maximum de victimes avec des moyens non détectables ». Prenez un véhicule, ils disent de le blinder pour qu'il ne se casse pas au moment où il affronte la foule et foncez dans le tas, c'est vraiment le mot qui sont employés, pour faire le maximum de victimes. Le profil de Mohamed Lawesh Boulel intrigue les enquêteurs. Il avait prémédité son acte en louant le camion 3 jours plus tôt. Et de sources proches du dossier, il avait repéré les lieux avec ce même poids lourd les 2 jours précédant l'attentat. Pour autant, l'homme ne disposait que d'un pistolet sur lui qu'il a utilisé contre la police. Aucun document de propagande n'a été retrouvé, ni dans le véhicule, ni à son domicile. Son téléphone et son ordinateur sont en cours d'analyse. Ils vont permettre aux enquêteurs de déterminer s'il a bénéficié de l'aide d'un complice.
Et puis Bernard Cazeneuve a également lancé un appel à rejoindre la réserve opérationnelle. Alors qu'est-ce qu'être réserviste en France? Les détails dans ce reportage. C'est un appel à tous les Français, relayé par la gendarmerie nationale sur les réseaux sociaux et annoncé par le ministre de l'Intérieur. Comme nous constatons le grand élan de solidarité qui anime nos concitoyens dans l'épreuve terrible du terrorisme à laquelle le pays est confronté, solidarité qui s'était d'ailleurs manifestée après les attentats de janvier et de novembre, je voudrais lancer un nouvel appel à rejoindre cette réserve opérationnelle pour tous les Français patriotes qui le souhaitent. Encore faut-il répondre aux critères imposés, notamment être âgé d'au moins 17 ans et maximum 30 ans, être en bonne condition physique et apte moralement, et avoir effectué une préparation militaire d'au moins 15 jours. On s'entraîne au tir, on s'entraîne également aux techniques d'intervention opérationnelle rapprochée. C'est en fait du self-défense et on s'entraîne au combat, des cas concrets de patrouille. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment est-ce que vous réagiriez si vous vous trouviez à Nice par exemple? Peu importe son niveau, son grade. Être réserviste, c'est donc être opérationnel et soulager les unités existantes, extrêmement sollicitées ces derniers mois. Dans un premier temps, ces civils seront appelés pour des actions de contrôle aux frontières. L'unité compte actuellement 12 000 volontaires, 9 000 dans la gendarmerie nationale et 3 000 dans la police, environ 10% des forces armées. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Recep Tayyip Erdogan promet d'éliminer le virus au sein de l'État turc 2 jours après la tentative de prise de pouvoir par un groupe armé. Le président appelle à l'extradition de l'opposant Fethullah Gülen. Des dizaines de Libanais bloqués depuis vendredi à Istanbul. De retour au pays, un 3e avion de la Middle East Airlines doit arriver ce soir à l'aéroport international Rafik Hariri. L'auteur de l'attaque de Nice se serait radicalisé très rapidement, a indiqué le ministre français de l'Intérieur après une réunion à l'Elysée. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne fin de week-end.